Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je me suis fait piquer, voilà, je tiens à dire. Savant sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savant sachant chercher, savant sachant chercher, savant sachant chercher. le podcast qui infuse la science. Dans cet épisode, on parle d'un agent infectieux qui, une fois dans son hôte, utilise ses ressources pour se répliquer et continuer sa diffusion, le virus. Et c'est passionnant. C'est peut-être une affirmation étrange étant donné les malheurs qu'ils peuvent entraîner, mais c'est vraiment ma conclusion après avoir fait cet épisode. Enregistré depuis l'Institut Pasteur, où les virus et les moustiques sont bien gardés, soyez rassurés, nous allons voir comment leur fonctionnement pourrait détenir une solution pour les combattre, pourquoi ils sont un exemple accéléré de la sélection naturelle de Darwin, pourquoi on retrouve un virus tropical comme le chikungunya en Île-de-France, et au-delà de leur danger pour l'homme, comment ils ont aussi été utiles dans son évolution. Je travaille sur les génomes défectifs du chikungunya virus, qui sont des virus tronqués du virus du chikungunya, qui ne sont pas pathogènes et qui pourraient permettre un traitement du chikungunya en rentrant en compétition avec le virus. Vous êtes perdu, pas de panique, aspergez-vous de citronnelle et laissez-vous tranquillement science infuser. J'en profite pour préciser que photos et vidéos autour de nos sujets sont sur notre Twitter et Instagram, lien en description. Faisons d'abord connaissance avec notre invité. Prénom, nom ? Laura Lévy, Surnom ? LORS, Lieu de travail ? Institut Pasteur. Qu'est-ce que c'est ? Un laboratoire de recherche de plein de disciplines différentes. T'es dans quelle équipe ? Dans une équipe qui s'appelle Population virale et pathogénèse. Le sujet officiel de ta thèse ? Caractérisation des génomes défectifs du virus du chikungunya. Et le sujet de cette thèse quand tu veux briller en société ? Utiliser un défaut du virus pour contrer sa réplication. Pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ? J'ai toujours été très intéressée par les virus en général et surtout du fait qu'ils soient tout petits, ils évoluent très vite et ça permet une reconstitution de l'évolution selon Darwin en 2 jours sur une paillasse. Toi, petite particularité, c'est une thèse de science. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 3 ans pour faire de la recherche très fondamentale sur un sujet donné. Dans mon cas, très éloigné de mon métier initial, qui est donc celui de médecin. On va parler aujourd'hui avec toi des virus, et plus particulièrement, on le verra après, du chikungunya. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire le cycle d'un virus ? Donc le virus, c'est une petite particule qui va rentrer dans une cellule et son but ensuite, c'est de se répliquer et de ressortir en millions d'exemplaires. Donc il va d'abord rentrer dans la cellule et se diriger vers l'endroit où il va pouvoir se recopier, se multiplier. Et donc ça, selon le virus, ça peut être dans le cytoplasme ou dans le noyau de la cellule. Il va donc faire à partir de son génome les protéines dont il a besoin pour se répliquer, un peu utiliser toutes les ressources de la cellule dont il a besoin de nouveau pour se multiplier, produire des protéines qui vont constituer l'extérieur de sa particule et ressortir de la cellule. La cellule, du coup, le plus souvent, va mourir, soit parce que elle va elle-même se donner la mort, soit parce que le virus va faire exploser la cellule. Donc il rentre plus ou moins profondément, il utilise ce qu'il y a sur place et... Il utilise ce qu'il y a sur place et ce qu'il peut produire lui-même pour tuer la cellule. Ok. Quand il reste du coup dans le cytoplasme, ça a un nom particulier. Quand il va jusqu'à l'ADN, ça a un nom particulier. Alors c'est pas exactement comme ça que ça va fonctionner, mais par contre on va différencier 3 grandes familles de virus. Les virus dont l'information génétique va être codée par de l'ADN, comme les humains, comme une cellule humaine, par opposition aux virus dont le génome va être codé par de l'ARN. Donc l'ARN, c'est une autre forme d'information génétique qu'on produit aussi dans les cellules humaines, mais qui vont servir plutôt à produire des protéines, à produire des outils dans la cellule humaine. Donc là, on va aussi avoir les virus ARN et puis, d'autre part, les virus qu'on appelle les rétrovirus, comme le VIH, qui sont codés par de l'ARN, mais qui vont avoir besoin de devenir de l'ADN pour s'intégrer dans l'ADN humain,
dans le génome humain pour Et pouvoir se modifier du répliquer. coup l'ADN humain. Et modifier l'ADN humain. Et juste, tu peux nous donner un ou deux exemples de Bien sûr. virus ADN Donc, dans les virus qui sont très connus, dans les virus à ADN, il va y avoir tout le virus de l'herpès. Dans les virus à ARN, il y a tous les virus du rhume saisonnier et aussi tous les virus, la plupart des virus qui sont transmis par les moustiques, et donc notamment le chikungunya. Et le rétrovirus le plus connu est bien sûr le VIH. Et la grippe, c'est... Et la grippe, c'est un virus à ARN aussi. Ok. On parle souvent de différentes versions de virus, comme la grippe, souvent on dit voilà, cette année c'est une différente version de virus, etc. C'est lié, si je me trompe pas, à leur façon de se multiplier, comme tu nous l'as dit. Est-ce qu'on pourrait comparer le virus comme une photocopieuse de gènes ? Effectivement, chaque virus va avoir besoin de se photocopier. Nous, on appelle ça se répliquer. Mais effectivement, ça va être une photocopie du génome. Et donc, les virus ARN particulièrement, quand ils se photocopient, ils vont faire plein d'erreurs parce qu'ils ont l'outil qu'ils utilisent pour se répliquer, qu'on appelle la polymérase. Cet outil-là, en fait, elle a pas de correction d'erreur. Elle a pas de façon de vérifier qu'elle a pas fait d'erreur quand elle a photocopié. Et donc, effectivement, quand elle photocopie mal, elle va introduire des anomalies qu'on appelle des mutations dans le génome et qui vont permettre de faire émerger des nouveaux mutants, des nouveaux variants, donc qui vont être un petit peu différents. Et donc en fait, c'est ce qui se passe un petit peu pour la grippe, c'est que à chaque saison, il va y avoir un variant différent qui va être responsable de l'épidémie. Donc c'est une photocopieuse, on va se dire, de basse qualité, achetée pas cher. Est-ce que c'est à la suite de ça qu'on va avoir ce qu'on appelle, ce que tu nous as dit tout à l'heure, les génomes défectifs ? Alors, donc, effectivement, l'outil de la photocopieuse du virus, qui est effectivement de très mauvaise qualité, va introduire des mutations, comme on l'a dit. Et par ailleurs, une autre erreur qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut se détacher du génome qu'elle est en train de recopier parce qu'elle va tellement vite qu'elle va se décrocher. Et si elle se réaccroche à un autre endroit du génome qui est pas le même endroit, et ben là, on va se retrouver avec un génome qui va être recréé, qui va soit avoir un bout de génome en trop ou un bout de génome en moins, et ça peut tout de suite tuer un virus qui serait codé par ce génome-là. Donc en fait, quand on a un virus dans le corps, on va forcément avoir, même si ça va pas être le principal virus dans le corps, on va forcément avoir plein de versions de ce virus. Exactement. Ça vaut surtout pour les virus à ARN et les rétrovirus. Et effectivement, cet aspect de mauvaise qualité de cette photocopieuse lors de la réplication du virus est effectivement à l'origine du fait que tous les virus qui vont être relâchés même d'une seule cellule, le million de virus qui va être relâché alors qu'il y avait qu'un seul virus qui était rentré dans la cellule initialement, ils vont tous être différents. La probabilité, c'est qu'ils aient tous au moins une mutation. Et en plus de ces virus qui vont tous avoir au moins une mutation par rapport au virus initial, il y en a certains qui seront complètement morts puisqu'ils vont être complètement défectifs. Il y aura une partie du génome qui va leur manquer. Toi, tu travailles justement sur les versions différentes du virus, dans le cas du chikungunya, c'est ça ? Tout à fait. Donc nous, on va s'intéresser surtout à ce qu'on appelle donc les génomes viraux défectifs. Ça va être des génomes qui vont avoir une délétion, donc qui vont avoir un bout du génome qui va leur manquer. Et donc évidemment, s'il leur manque un bout du génome, ils vont pas être capables de faire une infection, un cycle infectieux normal s'ils sont tout seuls. De son petit nom chic, on va faire une petite rafale de questions. Pour faire connaissance avec le chikungunya. Allez, c'est parti. On l'a déjà dit, c'est un virus ARN. Oui. Le mode de transmission. Le mode de transmission classique, c'est la piqûre de moustique. Mais on peut aussi se le transmettre si jamais on a un contact de sang à sang d'une personne infectée ou au moment de l'accouchement de sang à sang de la mère au nouveau-né. Ça se retrouve où, ce virus ? Actuellement, il y en a en Afrique, en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, maintenant dans les Caraïbes et en Amérique centrale, latine, et même en Amérique du Nord un petit peu. C'est un virus tropical ?
C'est surtout un virus tropical, mais aujourd'hui, on en a quand même, il y a 2 ans, on en avait en France Métropolitaine, en France métropolitaine et en Italie. Et alors, c'est quoi les symptômes? Donc les symptômes, ça va être comme une grosse grippe, donc beaucoup de fièvre, mal partout, dans les muscles, dans les articulations, mal au crâne, un petit peu des signes digestifs, mais surtout, ce qui est caractéristique du chikungunya, c'est des douleurs aux articulations qui sont très, très handicapantes et très, très importantes. Est-ce que c'est mortel? Dans de rares cas, c'est mortel, mais effectivement, depuis qu'on a eu des grosses épidémies, on sait maintenant que il peut y avoir des formes graves, surtout chez des patients qui étaient déjà fragiles avant d'attraper le chikungunya. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un traitement? Non. D'où vient ce nom si compliqué à écrire, voire même à prononcer? Donc c'est un nom qui vient de Tanzanie, du langage makondé local de Tanzanie, et qui veut dire qui déforme et qui fait se pencher en avant, à cause des douleurs articulaires horribles qu'il peut infliger à ses victimes. Le virus du chikungunya, ça a été décrit pour la première fois en 1955. Et pourquoi, explique-nous pourquoi on en a récemment beaucoup entendu parler. Donc effectivement, ça a été décrit en 1955. Probablement que c'est un virus qui était là depuis de très nombreuses années, juste on les décrivait pas encore. Et c'est un virus qui en 1955 a été décrit suite à une épidémie qui a eu lieu en Afrique. Et donc comme jusque-là, il circulait très principalement en Afrique et un petit peu en Asie du Sud-Est, personne s'y intéressait vraiment, en tout cas pas les pays riches qui ont les capacités de l'étudier et de décrire la maladie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005-2006, il y a eu une énorme épidémie qui avait commencé au Kenya, mais qui s'est propagée jusque dans l'océan Indien et notamment sur l'île de la Réunion, qui est française et donc qui a un système de santé et de recherche très développé. Et donc tout d'un coup, énormément d'attention s'est portée sur ce virus qui a quand même infecté un tiers de l'île, qui a fait des ravages massifs. Et puis depuis, on a eu une deuxième épidémie dans une autre partie des territoires français, ça avait commencé sur l'île de Saint-Martin, puis en Martinique, en Guadeloupe, dans tous les Caraïbes, et ça s'est ensuite étendu en Amérique latine et jusqu'en Amérique du Nord. Donc évidemment, maintenant, les Européens Ça intéresse tout le monde. Et les Américains sont très intéressés par ce virus. Un moustique vient de me choisir comme perchoir. Il est si magnifique. Oh, regardez, un autre. Et en voilà encore un. Oh, nuée de moustiques. Oh, mais c'est qu'ils m'apprécient. Ils effleurent ma chair du bout de leur nez. Et maintenant, Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que dans ce labo, en fait, vous savez parfaitement refabriquer le virus et ses différentes versions au gène près. Donc on comprend, ça vous permet de faire plein d'expériences avec ces génomes défectifs. Donc une version éventuellement inoffensive du virus. Là, du coup, tout de suite, je pense à le principe d'un vaccin, activer l'immunité mais sans être dangereux. Effectivement, nous, ces génomes défectifs, d'abord, on les caractérise, on essaye de les comprendre et de les décrire parce que jusque-là, ils ont été très peu décrits. Mais évidemment, l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de se dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme un traitement qui pourrait être un traitement préventif. Donc, pourquoi pas comme un vaccin? Aujourd'hui, on a très peu de données qui nous permettent d'utiliser ces génomes défectifs en tant que vaccin, mais on peut tout à fait imaginer effectivement que un génome défectif qui créerait des particules virales qui ne seraient pas infectieux en lui-même pourrait cibler et déclencher l'immunité cellulaire ou humorale des anticorps contre le virus du chikungunya, et c'était effectivement une des questions qui était ouverte. Mais aujourd'hui, la façon dont on voit les choses, c'est plutôt d'utiliser ça comme un traitement, donc comme un traitement curatif, où on aurait ces génomes qui, comme ils sont plus petits, ils vont pouvoir se répliquer plus vite et ils vont utiliser toutes les ressources du virus pour se multiplier eux-mêmes à la place de multiplier le génome initial. Ou bien, ils vont utiliser toutes les protéines dont a besoin le virus normal pour s'envelopper, pour faire sa particule virale. Ils vont lui voler toutes ces particules et donc va sortir de la cellule que des particules ou une majorité de particules qui vont contenir des génomes défectifs à la place de contenir un génome infectieux pathogène. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on essaye d'utiliser les génomes défectifs.
D'accord, donc l'idée c'est qu'un patient qui va avoir le virus, c'est de lui injecter ces versions de virus qui ont un génome beaucoup plus petit pour qu'ils prennent toute la place. Pour qu'ils rentrent en compétition avec le virus. C'est une vraie compétition, quoi. C'est une vraie compétition pour la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment pour la vie, pour le coup. Okay. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est qu'on sait que ces virus défectifs, ils vont plus facilement et de façon plus intense activer l'immunité des cellules. Et donc, on espère aussi pouvoir stimuler l'immunité des cellules pour que l'individu se batte mieux contre l'infection en présence de ces génomes défectifs. Donc, ils prennent la place et en plus, ils forcent à produire plus d'anticorps. Oui, pas que les anticorps, plutôt une réponse, la réponse de l'immunité innée, donc la réponse la plus rapide contre les pathogènes. Et on en est où du vaccin contre le chikungunya ? On a des bonnes nouvelles. Le vaccin sera probablement disponible dans les années à venir. Il y a plusieurs candidats qui sont en cours d'essais cliniques, de phase 1, de phase 2 surtout, il y en a plusieurs. Et puis là... Phase 2, ça veut dire quoi du coup ? De phase 2, ça veut dire qu'on a déjà injecté des humains, qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'effets indésirables et qu'il y avait une immunité correcte qui était produite. Okay. Et donc la phase 3 qui va arriver normalement à la fin de l'année 2019, début de l'année 2020, ça va être de faire ça à grande échelle pour pouvoir ensuite commercialiser le vaccin. Donc on devrait on a bon espoir d'avoir un vaccin de disponible dans un futur proche de quelques années. Toi, ce que tu fais vraiment, c'est tu travailles tu manipules les moustiques et tu, en gros, modifies leur génome pour tester tout ça. Donc, je travaille sur le virus pour faire ça. Et ensuite, ce que j'essaye, c'est de voir si ça fonctionne d'une part chez les mammifères. On fait des études sur des souris. Et d'autre part, chez les moustiques. Puisque comme c'est les moustiques qui transmettent le virus, l'idée, c'est qu'on peut aussi empêcher le virus de se disséminer dans les moustiques en présence des génomes défectifs. Et que, du coup, si le virus il ne peut pas se disséminer dans les moustiques, il peut pas atteindre les glandes salivaires et donc il peut pas être transmis dans la salive, par la salive du virus, par la salive du moustique, quand le moustique va piquer un humain. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'utiliser non pas seulement comme un antiviral pour l'homme, mais aussi comme une stratégie de contrôle vectoriel. Donc le vecteur, c'est le moustique, en l'occurrence là. Et donc en fait, ça nous permettrait, si tous les moustiques avaient des génomes défectifs de chikungunya, ça empêcherait très probablement le chikungunya d'être transmis par ces moustiques. Ça en est où, du coup, le traitement curatif ? Avec le chikungunya, le traitement curatif chez les mammifères, dans le modèle de souris, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à faire ça fonctionner. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même une stratégie, comme vous l'avez compris, ce qui est pas, les génomes défectifs sont pas créés que par le chikungunya, ils vont être créés par tous les virus ARN, et donc c'est une stratégie qu'on utilise aussi avec plusieurs autres virus. Et dans le laboratoire, on travaille notamment sur le rhinovirus, le virus du rhume, ou le virus Zika, dont on a aussi beaucoup entendu parler, un peu en même temps que le chikungunya. Et pour la grippe aussi, on arrive à empêcher le virus de se répliquer dans la souris. Et c'est une piste de recherche assez jeune, c'est ça ? C'est une piste de recherche, effectivement, qui est assez jeune. Et en fait, depuis peut-être maintenant 3-4 ans, il y a énormément d'équipes qui se sont mises à travailler dessus, alors que personne ne travaillait dessus depuis des années et des années. Donc il y a plein de choses qui vont sortir très rapidement. Youhou ! On a parlé du coup d'un peu des pistes thérapeutiques et préventives pour l'homme, mais on pourrait aussi s'attaquer aux problèmes à la source, c'est-à-dire avec les moustiques finalement. Donc on pourrait penser qu'une des solutions c'est d'éliminer tous les moustiques, même pas que d'ailleurs pour le virus du chikungunya. On rêve Laure, non, d'éliminer tous les moustiques. Un monde rêvé sans moustiques. Le problème du monde rêvé sans moustiques, c'est que si on enlève les moustiques, ça libère ce qu'on appelle une niche écologique.
et qu'un autre insecte, probablement un autre moustique, juste d'une autre espèce, Merde. va remplir immédiatement avec potentiellement d'autres pathogènes qu'il va transmettre. Donc par exemple, évidemment, le moustique, ça transmet le paludisme. Si on pouvait se débarrasser de tous les moustiques qui transmettent le paludisme, on serait très content. Mais si on enlève ces moustiques-là, peut-être que c'est les moustiques du chikungunya qui vont débarquer. Et je suis pas sûre qu'on soit ravis de ça non plus. Alors, question très naïve, mais que faire pour éviter de se faire piquer par... si en plus tu dis qu'il y en a maintenant dans le sud de la France et en Italie. Oui, effectivement, maintenant le moustique tigre avance dans nos contrées plus tempérées et c'est déjà installé dans le sud de la France, mais aussi en Île-de-France. Je suis désolée. Et donc, effectivement, ils sont là et ils ne vont pas disparaître puisque les températures ne vont pas baisser et qu'ils sont résistants à plein de choses. Donc, c'est sûr qu'ils vont s'installer chez nous. Pour éviter à l'échelle individuelle, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre des vêtements couvrants qui sentent le répulsif pour moustiques. Et quand vraiment on a des épidémies, on peut effectivement bombarder tous les lieux de reproduction des moustiques d'insecticides pour essayer de diminuer leur population, mais ils se multiplient tellement vite que c'est vite peine perdue. Certains axes de recherche en fait s'orientent vers des moustiques qui seraient soit modifiés génétiquement pour ne plus être capables d'être infectés et de transmettre des maladies, soit infectés par des bactéries, notamment la bactérie Wolbachia, qui est une bactérie d'insectes, mais qui les empêche, c'est pareil, qui les rend réfractaires à l'infection par plein de virus. Il y a déjà des stratégies et qui non seulement ça les rend réfractaires à l'infection, mais ça les rend aussi stériles et donc du coup ils vont se reproduire moins. Ah ouais. Et donc il y a comme ça des lâchers de moustiques infectés par Wolbachia qui sont déjà réalisés et qui ont déjà été testés. Ça présente aussi un risque de lâcher dans la nature des choses qu'on maîtrise pas trop. Ouais. C'est pour ça que les moustiques transgéniques, on les a pas encore relâchés dans la nature, mais par contre les moustiques infectés par Wolbachia, qui est une bactérie du moustique qui a été trouvée dans la nature, ça a été fait. Ok. Le moustique! J'ai un moustique dans ma combinaison! Oh mon Dieu! Il faut le L'oxygène, augmentez l'oxygène! Ça va le tuer! On va aborder un peu un aspect évolutif du virus, un peu comme tu nous disais au tout début, que c'est quelque chose qui évolue très vite et donc qui est très rattaché à Darwin, la sélection naturelle, etc. Comme ça, quand on connaît pas trop, on a l'impression qu'il y a une réelle stratégie du virus pour pouvoir se répliquer et infester le maximum de personnes. Mais derrière ça, il y a juste du coup la sélection naturelle, c'est ça le... Ouais, je pense que l'intelligence du virus, en fait, elle est probablement nulle. En fait, c'est juste que il se réplique tellement vite, il a la capacité de faire tellement de choses différentes que ne vont survivre que les particules qui vont avoir un avantage à un moment donné. Donc par exemple, une particule, elle peut avoir un avantage pour infecter le moustique, mais un désavantage quand elle va infecter l'homme. Mais par contre, comme il va produire sans arrêt à partir d'une particule rentrant dans une cellule, on peut avoir des millions de particules qui en sortent, des millions de virus, et ben forcément on se rend vite compte que en fait ça va tellement vite qu'il pourra toujours trouver une solution de s'en sortir. Enfin, on espère pas toujours, mais en tout cas souvent. Tu peux nous donner l'exemple de la rage? Alors effectivement, dans cette et c'est une des choses qui m'a fascinée moi dans la virologie, c'est l'importance de cet avantage évolutif. Et quand on prend l'exemple de la rage, qui est donc un virus qui est mortel très rapidement et 100% du temps, si on n'a pas été traité ou vacciné. C'est un virus en fait qui est tellement mortel et tellement agressif que l'évolution devrait le faire disparaître parce qu'en fait, il va tuer son hôte, sa victime, avant de pouvoir être transmis à la prochaine victime. Et donc, une des choses qui est fascinante quand on pense à la rage, c'est que en fait, la rage, ça va infecter les cellules neurologiques et donc ça va remonter jusqu'au cerveau et ça infecte préférentiellement des régions qui sont des régions de la peur et de l'agressivité. Et donc, en fait, ça va rendre les mammifères infectés par la rage agressifs. Et ça va les pousser à aller, notamment pour les chiens, les renards, les rongeurs, ça va les pousser à aller mordre leurs congénères ou les humains et donc à infecter la prochaine victime avant de mourir, que la première ne meure. Ouais.
Donc les virus ne sont pas intelligents, mais ils s'attaquent à nos neurones par contre. L'évolution est très intelligente. Ouais. Ouais, c'est un peu un battle royale à chaque fois, quoi. C'est le plus fort des virus qui va rester et qui va être transmis pour tout le monde. Exactement. En préparant ce podcast, c'est vrai qu'on a une information qu'on a apprise qui nous a assez surprise, c'est qu'on a à peu près 8% de notre génome qui serait d'origine virale. C'est quoi cette histoire? Donc, Nous sommes des virus. nous sommes en partie des virus. Certains, oui. Donc, Pourquoi tu me effectivement, regardes, Laurent, quand tu dis ça? nous ne sommes pas que victimes des virus, nous avons aussi su tirer notre parti des virus. Et donc, au début, je vous parlais des différentes familles de virus, et donc des virus qu'on appelle les rétrovirus qui vont s'intégrer dans notre ADN. Si jamais ces virus, ils s'intègrent dans le virus de l'ADN de nos cellules germinales, donc les cellules de la reproduction, et ben notre enfant qui va être produit à partir de ces cellules germinales va contenir ce virus qui s'est donc intégré dans l'ADN. Et donc, effectivement, depuis des milliards et des milliards d'années d'évolution, se sont intégrés de nombreux virus au niveau de nos cellules germinales. Et donc, dans l'ADN de tous les humains qui sont présents sur cette planète, il y a environ 8% d'informations qui viennent des virus. La plupart, ils ont été mutés et au fur et à mesure de l'évolution et n'ont plus aucune fonction. Mais on a aussi su en tirer parti, et notamment, par exemple, quand on pense au placenta. Le placenta, donc c'est donc la barrière qui va être présente entre le fœtus et la maman, et qui a besoin, en fait, d'avoir plein de cellules qui vont fusionner ensemble pour former cette barrière. Et en fait, les protéines qui permettent la fusion des cellules au sein du placenta sont effectivement des protéines qu'on a volées au virus qui s'était intégré dans notre ADN, et c'est comme ça qu'on tire notre parti des virus qui se sont intégrés dans notre génome. Oh, c'est fou. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser, on l'a pas trop dit, mais les virus en plus sont ultra efficaces, ils ont un pourcentage très fort de gènes qui codent, tandis que nos cellules à nous humaines sont, alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais c'est très faible par rapport à ça. Exactement. Les virus, surtout pour les virus ARN qui sont des tout petits virus, c'est quasiment 100% de virus de l'ARN qui est codant, et même les parties qui sont pas codantes, on sait qu'elles sont aussi très importantes pour la réplication, etc. C'est juste qu'elles vont pas former de protéines. On va clore cette partie de ta recherche avec une petite question piège. Donc ça peut paraître simple, mais c'est presque philosophique. Est-ce qu'un virus est un être vivant? Vaste question auquel je ne sais pas répondre. Et probablement que mes pairs virologues ne seront pas d'accord avec ma réponse. J'aurais tendance à dire non, c'est pas un être vivant. Un virus qu'on pose sur une table, qu'on pose sur une paillasse, il est complètement inerte et il ne peut rien faire. Par contre, effectivement, dès qu'il va être dans des conditions, il va pouvoir infecter une cellule, la moindre cellule qui veut bien l'accepter, là, il va la détruire complètement. Et donc, est-ce que quelque chose qui détruit à ce point-là, en se répliquant, en mettant en œuvre lui-même des stratégies de survie et de multiplication, n'est pas un être vivant? La question d'Adrien. L'idée, c'est comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous simulez sur ordinateur des génomes qui devraient donner quelque chose et ensuite vous le testez en réel, ou est-ce que c'est directement des génomes que vous récupérez Donc, comment est-ce qu'on sélectionne les génomes défectifs? Il y a plusieurs techniques. La première chose, c'est qu'on va regarder quels sont les génomes défectifs qui sont produits naturellement par le chikungunya. Donc, on infecte des cellules, on les infecte d'une certaine façon, on sait que ça va générer plus de génomes défectifs. Et ensuite, on va séquencer tous ces génomes. Donc, tous les virus qui vont être extraits de nos cellules, on va les séquencer, regarder exactement quels sont les ARN qui sont codés et donc quels sont les génomes défectifs qui sont présents. Et ceux qui vont être présents dans tous les types de cellules ou ceux qui vont être gardés entre les différents passages de cellules qu'on va faire, c'est ceux-là qui vont nous intéresser parce on pense que c'est eux qui vont être le plus capables d'être efficaces en termes d'interférence et de compétition avec le virus. Ouais. D'accord. On a aussi regardé dans le moustique quels sont les génomes défectifs qui sont produits
in vivo dans un moustique. Et donc pour ça, on infecte le moustique avec du virus et on va sacrifier le moustique, le disséquer et pareil, séquencer tout le virus qu'on va retrouver dans chaque organe du moustique pour essayer de voir quels sont les génomes défectifs qui pourraient être intéressants à tester. Oui, parce que même si vous en trouviez un super, il sera peut-être éliminé. Enfin, ce sera pas. Il faut en trouver un qui vaille le coup de travailler dessus, qui soit hyper compétitif. Exactement. On peut toujours en créer. C'est très facile d'imaginer et de façon aléatoire de dire qu'on va supprimer les 1000 premiers nucléotides ou les 1000 derniers. Mais en l'occurrence, nous, notre approche, elle va être plus de dire qu'il faut aussi que ce soit quelque chose qui va être répliqué favorablement par le virus, pour que ce soit encore plus pertinent en termes de compétition avec le virus. La question de l'or. Par rapport au changement climatique, le fait du coup qu'il va y avoir des migrations, on peut parler de ça comme ça, des migrations de moustiques, et que potentiellement, déjà dans le sud de la France, il y a déjà des moustiques tigres, puis pas qu'en France évidemment. Est-ce que bientôt il y aura des serpents au fond Est-ce que bientôt il y aura des serpents au fond de nos lits? C'est pour dire que ça va devenir un climat tropical. Donc ces changements climatiques, bien sûr, qui favorisent, c'est pas que ça, en fait, c'est la mondialisation en général, le transport, les échanges commerciaux, les mouvements de population. Et donc en fait, on sait que les moustiques tigres qu'on ramène en France, notamment en Europe d'ailleurs, qu'on ramène en Europe, ils viennent par exemple du commerce de pneus, parce que les moustiques adorent se mettre dans l'eau stagnante qui reste dans les pneus et se reproduire et pondre leurs œufs à cet endroit-là, mais aussi dans les bambous, les petits bambous qu'on va acheter chez Ikea là, et qui sont pleins, en fait, qui sont dans des petits conteneurs d'eau et qui sont pleins d'œufs de moustiques, et c'est comme ça que la Hollande s'est fait envahir par des moustiques tigres. Alors eux, ils ont une politique très agressive, ils les ont tous tués et donc ils ne se sont pas installés, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est bien sûr. Les moustiques arrivent par le commerce, par la mondialisation, par le transport d'humains et le fait que les températures montent et rendent des régions qui n'étaient pas forcément agréables pour eux jusque-là et qui deviennent hospitalières aujourd'hui. C'est sûr que les moustiques, ils s'installent, et nous, on en a dans le sud de la France, mais on en a aussi en Île-de-France, et ils sont bien installés. Le génie de la lampe. Si j'étais un génie et que tu avais un vœu à faire pour pouvoir faire avancer ta recherche, ça serait quoi? Donc pour mon sujet de recherche en particulier, moi j'aimerais beaucoup qu'on ait déjà le vaccin disponible pour qu'on puisse travailler en laboratoire de niveau 2 et ne pas être enfermé dans des pièces avec des grosses cagoules, des masques, des surgants, des surchaussures, des masques, des lunettes qui rendent le travail plus fastidieux et beaucoup plus cher aussi. Donc on va voyager dans le temps avec toi, si tu veux bien. D'abord, le premier bond, très très proche. À quoi ressemblait ta journée hier? Hier, Ouais. Hier, j'étais devant mon ordinateur à écrire ma thèse. Ok. Bah, c'est une réponse. Et là, en ce moment, toi, t'es dans une étape de rédaction, c'est ça? Exactement. J'essaye de faire le point sur tout ce qu'on a produit comme résultat jusque-là. Et deuxième bond dans le temps, bon, cette fois-ci un tout petit peu plus loin, dans 30 ans, quelles pourraient être les conséquences de ces recherches? Éventuellement dans la vie quotidienne, etc. Bah, du coup, moi, dans 30 ans, j'espère vraiment qu'on aura un traitement contre le chikungunya, et étant donné que le vaccin n'est pas loin d'être accessible sur le marché, je pense, j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui va changer la vie de la recherche, ne serait-ce que pour travailler dans des conditions plus faciles, puisque les chercheurs pourront être vaccinés, et que la population surtout pourrait être protégée, donc ça rendra les choses. Et puis ensuite, moi je pense vraiment que on va arriver à ces stratégies de contrôle du vecteur et du moustique, et peut-être pas, je pense pas qu'on soit encore prêt même dans 30 ans aux moustiques transgéniques, mais je pense que on a quand même des capacités de libérer des moustiques dans la nature qui soient réfractaires à certaines infections, et j'espère que ça pourra aider effectivement en termes de diminution de l'impact de ces maladies
sur En la attendant, il y a quand même très efficace la raquette à moustiques. planète. Tout à fait. La raquette électrique. La raquette électrique, je Franchement, j'ai vous, découvert ça je l'an vous dernier. déconseille de toucher la raquette avec le doigt, ça fait mal. Et effectivement, on en a plusieurs dans l'insectarium et quand Ah les oui. moustiques s'échappent, on Il y a C'est un utilise outil ça. de la En recherche plus, carrément. C'est un outil de vraiment- la Il y a un recherche. truc Ok. jouissif quand tu entends le petit. Sadique. Tu vois une petite étincelle en plus. Tout à fait. Non mais t'es là, tu sais, il y a une petite Si satisfaction. vous il y l'avez a pas ton- compris, Laure ton déteste les système moustiques. de récompense qui est activé directement, je pense. J'ai quand même une question sur l'avenir justement de ces traitements curatifs à base de génome défectueux pour l'ensemble des virus là pour le coup. Effectif. J'ai dit défectueux. Je n'y arriverai jamais. C'est pas grave. Effectivement, étant donné que la recherche sur les génomes défectifs, elle s'arrête pas au virus du chikungunya, mais qu'elle est très répandue sur le virus de la grippe, sur le virus du Zika, sur les virus du rhume ou des virus qui touchent les enfants. On espère effectivement que pour certains au moins de ces pathogènes, on puisse avoir des traitements qui soient efficaces chez les humains et donc chez les mammifères. Et c'est effectivement certaines pistes de recherche, notamment pour le virus de la grippe, sont déjà publiées et montrent qu'on peut se protéger de l'infection grâce à la présence de génomes défectifs. Et c'est ce sur quoi on semble s'orienter sur plusieurs types de virus. Donc une nouvelle stratégie pour se défendre, quoi. Exactement. Ouais. Un nouvel outil dans notre éventail thérapeutique. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu amusante à nous raconter? Sur le coup, c'était pas très amusant, mais donc comme je l'ai déjà dit, le chikungunya, c'est un pathogène qu'on manipule dans un laboratoire de niveau 3. Et donc un niveau 3, ça veut dire un laboratoire qui est protégé, dans lequel on entre que quand on a des accès, pour lesquels on a besoin de combinaisons de protection, de masques, de lunettes, de paires de gants, etc. Et pour lequel on ne peut pas, il y a plusieurs sas d'entrée et on ne peut pas sortir s'il y a des soucis de pression et des anomalies de ce type. Et donc un jour, j'étais en train de travailler dans ce laboratoire. Heureusement pas toute seule, et donc évidemment il y a eu une coupure de courant qui a mis à zéro les pressions du laboratoire, ce qui était sans conséquence pour nous à l'intérieur, mais ce qui nous empêchait de sortir du laboratoire et ce qui nous a laissé coincer quelques dizaines de minutes, presque une heure dans le laboratoire, avec en plus malheureusement la clim qui avait été coupée par la coupure de courant. Et vu la quantité des appareils qu'on a, la température monte très vite et dans les combinaisons, il commençait à faire un petit peu chaud. Mais tout allait bien, nous avons pu sortir sans problème après que les pressions soient revenues à la normale. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui t'a fait aimer la science, une référence culturelle autour de la science, un livre, un film, une expo, un podcast Une petite BD qui est aussi utilisée pour faire des petites séries sur RT qui s'appelle Tu mourras moins bête de Marion Montaigne et qui est non seulement très drôle, mais en plus très intéressant et très bien fait en termes de vulgarisation scientifique. Je me joins à ce conseil, c'est top. Donc merci Laura de nous avoir accueillis dans tes locaux. En plus tu nous as fait visiter les labos et tout, et on n'a même pas eu peur, même pas vu de moustique, donc merci beaucoup Avec pour ton plaisir. accueil. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. J'ai une citation de Marie Curie, pour être un petit peu féministe. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.